je suis frappé par le nombre de personnes que vous êtes, ce qui montre qu'il y a aujourd'hui une vraie impression de déroute devant l'ampleur de ce qui se passe. Et au fond, on est vendredi soir, il est 8 heures, et vous êtes venus écouter des gens qui parlent dans un auditorium du Conservatoire national des arts et métiers. Donc je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là, qui montre finalement cette impression cette gravité de l'événement dans lequel on se situe, et qui voilà, vaut la peine, à mon avis, d'être relevé. Ce qui montre bien qu'on attend quelque chose, on est tous surpris par ce qui s'est passé, et voilà. Et donc on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Et la salle ne savait pas par avance, ce n'était pas un système de régulation, que tout à l'heure, pour les récompenser, il y a un cocktail qui les attend en plus. C'est le bonus, c'est le bonus. Voilà. Alors, par rapport à ce qui en a été dit, moi ce qui m'intéresse, je suis actuaire, ça veut dire que je travaille sur des questions liées à la mise en place des outils au sein des sociétés financières, banques, assurances ou gestion d'actifs. Bon, je vais prendre une image. Si l'on prenait des gens très sages, on parle beaucoup des comportements, on dit que les comportements ont été éthiquement défaillants, ont été moralement condamnables. Autrement dit, les banquiers avides et les financiers cupides ont propulsé le système vers le précipice et ont plongé l'Occident dans la faillite, très schématiquement. Donc, supposons qu'il y ait des comportements sages et raisonnables, issus de principes ou de valeurs fondamentales provenant de différentes religions, comme on le disait tout à l'heure, ou de corps de doctrine, ou de conceptions de type droit de l'homme. Bon, supposons que tout ça se passe comme ça et que les comportements soient bien comme il faut. Comme disait La Fontaine, les sages et les fous, autant avoir des sages. Bon. Supposons qu'on régule et on fait un code de la route, comme en voiture, et un code de bonne conduite. Bon, c'est très bien. On dit à ceux qui sont sages de prendre leur voiture et de suivre le code de la route, et lorsqu'un panneau dira de ne pas aller à plus de 30 km à l'heure, ils respecteront la vitesse limite. Voilà, ça c'est très bien. Moi je dis par rapport à ça, c'est très bien, mais si l'homme sage, parce qu'il est imprégné d'une sagesse religieuse ou spirituelle ou mystique, qui suit les panneaux du code de la route et qui pense rouler à 30 km à l'heure, en fait, roule à 100 à l'heure, et pas à 30, parce que le cadran de sa voiture lui indique 30 et qu'en fait il roule à 100, eh bien ça ne marchera pas. Et on se retrouvera dans la même situation au virage suivant, c'est-à-dire en sortie de route. Ce que je veux dire, c'est que ce qui, à mon avis, n'a pas été vu aujourd'hui dans les discours qu'on a entendus sur les analyses de la crise, les explications proposées, et ce qui pourrait être suggéré comme amélioration du fonctionnement du système, ce qu'on n'a pas entendu, à mon avis, justement, c'est le rôle des cadrans. Autrement dit, est-ce qu'on est sûr que les instruments qui vont être donnés aux hommes sages, dont on espère qu'ils vont arriver grâce aux droits de l'homme ou grâce à la religion juive, musulmane ou chrétienne, dans un monde enfin régulé comme il faut, avec un bon code de la route et des permis de conduire donnés à qui il faut, quand il faut, est-ce qu'on est sûr que ces hommes sages, dans cet environnement enfin apaisé, auront les bons instruments pour pouvoir ne pas sortir de la route? Et la réponse est aujourd'hui. Oui, pardon. Aujourd'hui, la réponse est non. Je prends un exemple. On a calculé en 2006, sur les données Moody's, l'agence principale de notation qui évaluait les risques de crédit, on a calculé ces mêmes risques en modifiant dans les outils de calcul de Moody's les processus aléatoires, comme on dit, qui sont à l'origine des probabilités de défaut. On a remplacé des mouvements browniens, qui est un mouvement qui a été inventé en 1900 par Bachelier, puis Einstein en 1905, peu importe, par des processus discontinus, qu'on appelle de Lévy, peu importe. L'écart était de 1 à 5. 1 à 5. Ça veut dire qu'on avait sous-estimé de 5 fois le risque réel des produits titrisés hypothécaires. Comme les bonus sont calculés sur les probabilités, un bonus, c'est pas compliqué, il y a un engagement, une provision, un bénéfice, le résultat. Comme les capacités de placement, les placeurs qui distribuent des crédits
et qui ont des stocks disponibles voient un peu comme une jauge de compteur, voient leur stock diminuer et après qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Comme ces niveaux sont calculés sur des données probabilistes qui sont fausses d'un écart de 1 à 5, ça veut donc dire qu'on peut en faire 5 fois plus. Même s'il n'y avait pas eu de comportement éthiquement défaillant, de toutes les manières, un comportement éthiquement correct, dans un environnement régulé de manière appropriée, aurait en tout cas conduit à avoir 5 fois plus ou 5 fois trop de crédits hypothécaires. Vous prenez le site Moody's, vous verrez KMV. Le modèle KMV a été créé en 1977 par Wasicek et McCone. Il repose sur des mouvements browniens. Les mouvements browniens ont sous-évalué le risque, comme vous le disiez tout à l'heure, d'un facteur 5. En gestion d'actifs, c'est pareil. On parle des fonds de pension, de la diversification. On dit, braves gens diversifiés, tout ira bien à long terme. En fait, si on remplace dans ces modèles de gestion de portefeuille à long terme des mouvements browniens par des processus non browniens, on voit qu'on a intérêt à concentrer et pas à diversifier. C'est le contraire. Autrement dit, plus on diversifie, plus on augmente le risque. Plus on concentre, plus on se protège. Et donc, à long terme, ça marche mieux. Warren Buffett ou Benjamin Graham, et non pas Markowitz. Oui. Voilà, ce que je voudrais dire par là, c'est que quelque chose me paraît très important pour comprendre en fait ce qui s'est passé. Et ce n'est pas uniquement lié à des comportements défaillants. J'ai préparé une diapositive que je voudrais vous montrer. Voilà. Oui, c'est un tableau où on voit le cadavre de la finance américaine sur laquelle se penchent les médecins en se disant « mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce corps qui est devant nous ?» Alors je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre, à mon avis, 3 choses fondamentales pour avoir sur la crise un point de vue qui dépasse, on va dire, les questions liées aux valeurs. Parce que les valeurs ont un côté incantatoire, mais en pratique, de manière opérationnelle, encore une fois, si le cadran indique 30 et que vous roulez à 100, même si vous êtes sage, au virage suivant, vous êtes dans le mur. Première idée très importante, ce qu'on appelle l'encastrement. Il faut bien comprendre aujourd'hui que la finance, en fait, qu'on appelle réelle, ça veut dire les organisations des banques, des salles de marché, des gestions d'actifs, les corps de normes comptables, prudentielles, Bruxelles, Bâle, que les contrôleurs des risques, que la comptabilité, que donc les choses concrètes qu'on peut toucher, ne sont pas encastrés dans la société réelle, mais dans la théorie financière. C'est-à-dire qu'à l'origine de ces organisations, on trouve des modèles de la théorie financière. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on voit devant nous, ce sont des traces sociales de modèles sédimentés. Les comités d'investissement, par exemple, qui prennent des décisions d'allocation d'actifs à long terme ou à moyen terme, le font en regard d'une organisation conceptuelle qui dépend, en réalité, d'un modèle particulier de portefeuille qui a été inventé en l'occurrence 52. Bon, c'est pas récent, mais c'est comme ça. Cette idée qu'en fait, ce sont des modèles qui mettent en forme le monde de la finance concrète, réelle, et qui dysfonctionne, comme on l'a vu. Moi, je suis comme vous, je suis effaré par ce qui s'est passé. Cette idée, on l'appelle la performativité, qui est un terme technique qui vient de la philosophie du langage. Ça veut dire quoi? Lorsque, par exemple, on passe devant un maire pour se marier, l'homme et la femme arrivent devant le maire. Je crois que c'est le maire. Au moment où il leur dit qu'ils sont mariés, qu'il les déclare mari et femme, le fait de dire ce qu'il dit modifie leur statut social. Ils étaient avant célibataires, ils deviennent civilement, juridiquement mariés. Lorsque le juge dit à quelqu'un « vous êtes hors la loi », le fait de le dire le rend. S'il fallait trouver une analogie biblique, tout à l'heure on parlait beaucoup des grandes religions, lorsque Dieu dit et que le monde se crée, c'est le même principe, sauf que là c'est une personne autre. Voyez. Donc ça s'appelle la performativité, l'idée que le langage, l'idée que la parole a un effet sur le monde réel et transforme ce monde réel. D'ailleurs, performativity, en anglais, vient du français parformer, qui est un vieux français qui veut dire mettre en forme. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, à mon avis, ce qui est très important, c'est qu'en finance, ce sont des théories et des théories mathématisées qui ont été performatives dans les contrôles des risques et dans les banques.
et que ces théories performatives, très profondément logées à l'intérieur même du monde réel financier, ont agi dans le sens d'un dysfonctionnement important du système. Ça, on peut dire que c'est l'effet des théories dans les calculs de fonds propres, de contrôle des risques, de bonus, d'allocation d'actifs, etc. Il y a un autre effet de cette théorie, on va dire, c'est dans les têtes, voilà, dans les esprits, on va dire c'est mental. Les normes de comptabilité dites IFRS, entre autres la norme IAS 39 dite de Fair Market Value, au prix de marché, les normes prudentielles qui ont été élaborées par les comités de Bâle et que Bruxelles reproduit servilement sans aucun esprit critique, ces normes de Bâle, de Bruxelles et IFRS, en fait, reproduisent, on peut le montrer, des conceptions très précises de théorie financière mathématisée sur la notion de marché complet arbitré, avec unicité du prix de marché. On ne peut pas justifier une norme comme la norme IAS 39 sans faire l'hypothèse que les cours actualisés suivent ce qu'on appelle, dans le jargon technique, des martingales au sens mathématique, qui ne sont pas des martingales de jeu, mais des processus aléatoires, etc. Pareil pour les ratios de Bâle, si vous voulez, on pourra en parler sur le contrôle des fonds propres. Donc les théories mathématisées, très présentes mais très cachées, agissent dans les calculs et dans les normes. On pourrait dire aujourd'hui que le monde financier occidental a été irrigué par des théories mathématiques sous-jacentes, mais malgré tout très présentes dans ce qu'on perçoit de ce monde financier. Troisième idée importante, c'est la scientificité de la finance, qui est très très mal perçue aujourd'hui ou pas de la bonne manière. En fait, en économie, quand vous achetez une voiture, vous allez au marché faire vos courses le samedi, parce qu'en semaine c'est plus compliqué, il n'y a pas besoin de maths. L'économie, elle tourne sans maths et ça tourne très bien. Enfin, plus ou moins bien, mais en tout cas, ça marche sans maths. Bon. En finance, il n'y a pas d'échange sans calcul. Même pour un achat très simple d'une action de société ou la vente d'une obligation, il y a au moins une règle de 3. Donc, il n'y a pas d'échange possible dans la finance sans un calcul même élémentaire. Et après, il peut être de plus en plus compliqué, comme ce qu'on a vu pour la crise financière récente. Autrement dit, le calcul dans la finance est d'ordre, on va dire, fondationnel. Et donc ces mêmes modèles qui ont été à l'origine des problèmes techniques et des problèmes, on va dire, conceptuels et normatifs, sont des modèles en fait de calcul et en fait des modèles probabilistes, qui mettent en fait en pratique, dans la vie quotidienne de la plupart des gens, des probabilités à tous les niveaux, en fait, des chaînes de calcul. Ceci pour dire que on ne peut pas aujourd'hui espérer changer le système financier du point de vue de l'éthique par une approche utilisant les valeurs, même si ces valeurs sont légitimes, très hautes, très bonnes et en même temps justes. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de la finance, il y a un noyau mathématique dur qui résiste et comme la pluie glisse sur les plumes du canard, les valeurs éthiques glissent sur ce noyau mathématique central qui blinde le système financier. Donc ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, pour l'éthique de la finance, l'enjeu, c'est le démontage des boîtes, des modèles mathématiques, autrement dit un scalpel qui va ouvrir ces boîtes. Ce scalpel, c'est ce qu'on appelle dans la philosophie l'épistémologie. Autrement dit, la théorie de la connaissance qui analyse la manière dont les connaissances se forment et s'utilisent par ceux qui les utilisent. Ce qu'on appelle l'ouverture des boîtes noires des modèles, l'ouverture du cadavre en fait de la finance américaine. Donc qu'est-ce qu'il y avait en fait dans ce cadavre? C'est ma seconde partie, mais elles ne sont pas toutes d'égale longueur. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce cadavre? Il y avait des conceptions radicalement fausses sur le risque en finance. On a pensé et on a cru, pour des raisons précises, on pourra parler si vous voulez dans le débat après, que le risque pouvait être contrôlé, annulé, diversifié. Ceci repose sur ce qu'on appelle l'hypothèse brownienne. On pourra y revenir si vous voulez par la suite. Mais ce qui est intéressant, au-delà de cet aspect, on va dire, de modèles mathématiques faux, qui ont eu cet impact très important, encore une fois, l'écart de 1,5, il y en a d'autres, on pourra parler d'autres exemples, c'est que ça fait au moins depuis 10 ans, voire plus, depuis 1995, que des chercheurs européens
ont détecté les failles de ces modèles américains et ont proposé des modèles différents, plus fiables, dans lesquels, par exemple, il aurait été impossible d'avoir autant de titrisation, parce que le stock, comme on le disait au début, n'aurait pas été le même. Donc si votre niveau d'eau baisse, quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Mais que ces modèles ont été refusés par la communauté scientifique américaine. Autrement dit, ce que je dis là, c'est bien d'accuser les banquiers d'avoir des comportements avides et cupides. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu. Je dis qu'on pourrait aller voir du côté des universitaires qui, volontairement, en tout cas, ont empêché un changement de modélisation et donc, de fait, ont permis au système de contrôle des risques de laisser ouvert le champ de l'excroissance sans limite de ces instruments, puisque justement, les limites étaient fixées par des browniens, donc elles n'avaient pas de limites. Deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est que les régulateurs européens, qui auraient pu soutenir leurs chercheurs contre les modèles américains, les ont au contraire, non seulement pas soutenus, mais au contraire les ont critiqués. Il faut savoir que lorsque les chercheurs européens critiquaient ce qui se passait à Bâle, ils n'étaient pas écoutés. Que lorsqu'on critiquait ce qui était produit par des régulateurs comme Bruxelles, on disait « allez voir ce qu'il y a aux États-Unis ». Moi, je connais personnellement, parce que je travaille beaucoup sur ces secteurs de finances mathématiques, des chercheurs européens de premier plan, que ce soit en France, que ce soit en Suisse, en Allemagne ou au Danemark, qui ont fait des articles qui ont été soit refusés, soit publiés dans des revues secondaires. En 2006, au début, on parlait de l'exemple qui donnait un facteur 5 sur les écarts de probabilité. Les deux chercheurs français qui l'ont envoyé à la revue américaine Management Science ont été refusés. Ils l'ont passé dans la revue après Pacific, Asie-Pacific Markets. Donc, vous voyez, c'est un phénomène réel, ça. Donc, du point de vue de l'éthique, là, je dis, est-ce qu'il n'y aurait pas là une question à poser aux gardiens du temple des savoirs, aux universitaires, en tout cas américains, qui ont refusé de changer de modèle? Ce n'est pas un problème de maths. Moi, j'ai vu dans Le Monde des articles sur le sujet écrits sur les maths financières. D'ailleurs, les maths financières, on ne parle pas de mathématiques physiciennes, hein, on parle de physique mathématique. Donc, mathématiques financières, on pourra en parler après. Est-ce que le terme est juste? J'en sais rien. Mais bon, j'ai moi-même fait un article dans Le Monde sur ce sujet qui s'appelait Finances, maths et humanités. La question n'est pas tellement de savoir s'il y a des maths ou pas de maths, mais qu'est-ce qu'on met dans ces modèles de maths dont on trouvera après les traces, parce que ça performe, dans les organisations. Donc, deuxième question, vous voyez, c'était mon deuxième point, c'est est-ce qu'on peut dire que là, il y a une erreur intellectuelle ou une faute morale? Et je pense qu'on peut poser en ces termes la question, se demander pourquoi est-ce que les prix Nobel américains, comme Scholz, comme d'autres, ont à ce point-là soutenu le système, malgré les faillites de LTCM, malgré les faillites des différentes banques qui mettaient en place les méthodes proposées par les prix Nobel comme Markowitz, comme Scholz, etc. Troisième point, je terminerai là-dessus pour illustrer l'application. Quand on oppose la finance à l'économie réelle, alors j'ai été amené à réfléchir à la notion de valeur fondamentale. En fait, on fait souvent intervenir comme critère éthique de démarcation la valeur fondamentale, qu'on opposerait à la valeur boursière. Moi, je dis par rapport à ça, cette démarcation éthique, ce clivage au sens analytique entre valeur fondamentale et valeur boursière, présuppose, pour des raisons techniques qui sont posées dans un livre que vous trouverez à la sortie, parce je crois qu'il est ici, mais peu importe, présuppose une hypothèse de probabilité forte, ce qu'on appelle normal ou anormal. Bon, j'arrête là sur cette question d'exemple, mais ça vaut la peine de bien prendre en compte que la démarcation éthique qui utiliserait comme critère de justice la valeur fondamentale s'appuie en fait sur des modèles mathématiques non contrôlés. Donc pour terminer, j'ai ici une autre... Voilà. Je trouve intéressant que Pierre Duhem, il y a à peu près un siècle, avait rappelé que finalement, les formules qui sont simples mais fausses conduisent, vous voyez, tôt ou tard, à la ruine financière. Et donc, ce que je voudrais surtout dire pour insister en conclusion, c'est vrai que des gens ont eu des comportements, mais incroyables, impossibles. Je suis comme vous, je suis effaré par ce qui s'est passé. Des comportements invraisemblables. Mais n'oublions pas qu'il y a une défaillance fondamentale dans les hypothèses de modèles qui n'ont pas été examinées
comme elles auraient dû l'être. Et que même si maintenant on mettait des gens sages, avec des régulations sages, tant qu'on n'aura pas changé les cadrans ou les compteurs, en fait, on n'aura pas changé grand-chose. Et donc on pourra repartir dans le mur au virage suivant. Voilà pour terminer.